Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo du book haul. Faut dire que j'ai assez honte de vous présenter autant de livres. Je crois que c'est la première fois depuis moultes années que je n'ai pas autant de livres à vous présenter. Si on doit se trouver une justification, parce qu'on trouve toujours des justifications pour ça, parmi les salons que j'ai l'habitude de faire avec les Trois Nornes, il y en avait deux où c'est des salons assez importants en termes d'imaginaire et donc j'ai été plutôt sollicitée à l'achat. Il faut dire que j'achète assez peu maintenant en dehors des salons, ce qui me permet de découvrir des choses que j'ai pas trop l'habitude. Si vous entendez du bruit autour, c'est la nature, c'est-à-dire que le printemps est enfin arrivé et donc tous les oiseaux de là où j'habite ont décidé de ensemble admirer ce beau temps et chanter leur bonheur. Voilà. Je vais vous présenter pas mal de réceptions que j'ai faites, des livres qu'on m'a prêtés et des livres que j'ai achetés donc à Westurland et aux Imaginales. Avant toute chose, je voulais simplement vous mettre les petites dates de dédicaces. Mais ce week-end, je suis à Celles-sur-Cher, c'est au Geek Faeries, qui est un festival super sympa que j'avais déjà fait l'année dernière et qui m'avait beaucoup plu, à Aix-en-Provence, et ensuite, voilà, il y a moult encore aventures, Redon, Tours, Dormans, voilà, il y a pas mal de choses, et après, petite pause, notamment, tout du moins, des salons. Je vais sûrement vous parler déjà de ce qu'on m'a prêté en premier, parce que c'est ce qui prend le moins de place, on va dire, et c'est ce qui me tombe sous la main. Je vais vous montrer peut-être les couvertures les moins explicites, parce que c'est assez explicite. Voilà, bon celle-ci est la plus connue, c'est la série In These Words, donc de June Togei Narcissus. Donc c'est un roman pour les amateurs de yaoi que les gens connaissent peut-être. On me les a prêtés parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors c'est très violent a priori, c'est clairement adressé aux adultes. On suit l'histoire d'un jeune profiler, alors je crois qu'il n'y en a que 4 qui sont sortis actuellement. Donc c'est pour public vraiment averti, pour le coup même la personne qui me les a conseillés est une lectrice assez, j'allais dire performante, pas performante, mais qui est habituée à ce genre de littérature. Elle m'a dit là, voilà, on est sur un truc très adulte. On suit un profiler du nom de Katsuya Asano, qui travaille pour la police de Tokyo et qui toutes les nuits fait un cauchemar un petit peu semblable, c'est-à-dire qu'il est torturé par un homme qui lui dit qu'il l'aime. Et tout va se bousculer le jour où une enquête le mène à chercher un tueur en série et que ces cauchemars vont peut-être devenir réalité. Le yaoi a énormément de problèmes dans le consentement, hein. Le Japon c'est pas du tout la même culture que la nôtre et notamment la culture yaoi subit énormément de clichés. J'ai voulu lire cette série parce que on m'a dit qu'au niveau du yaoi c'était une série qui était assez intéressante sur le niveau psychologique et sur l'enquête. Bon, je viens déjà d'ouvrir et c'est hyper explicite et hyper hard, je pense qu'on va avoir des agressions et tout ça dedans, mais tu vois, c'est même marqué pour public averti, donc pour qu'ils le mettent sur des mangas, c'est que, voilà, c'est important, mais donc on est sur une série avec de la psychologie, de l'enquête et un petit peu tout ça, et je dis pas plus parce que les couvertures sont assez spoilantes, mais j'avais envie de m'en faire un avis. Pour le coup, ça m'évite de les acheter si ça ne me plaît guère, mais je sais que je risque de faire des cauchemars ou de mal dormir. Ensuite, on va passer à quelque chose d'un peu moins violent. Je vais vous présenter mes services presse. Alors, le premier service presse que j'ai à vous présenter, je pense sincèrement que c'est le plus beau livre que l'on m'ait envoyé de ma vie. J'étais très étonnée que la maison d'édition me contacte parce que j'ai pas non plus une chaîne énorme, que je suis pas spécialisée dans ce genre-là, mais ça fait beaucoup plaisir, ça fait plaisir comme on dit dans le game, et je vais vous montrer un ouvrage exceptionnel. Alors ce sont des ouvrages à un prix assez conséquent, je vous préviens tout de suite, mais ce sont des ouvrages en limité, c'est-à-dire qu'il y a 1000 exemplaires qui sont imprimés. Sincèrement, c'est une œuvre d'art. Si vous êtes amateur de livres, si vous avez un coup de cœur pour un livre, si par exemple le portrait de Dorian Gray c'est votre livre préféré, ça peut être quelque chose de sympa à avoir dans sa bibliothèque. Je vous présente donc Mrs. Dalloway, donc le manuscrit de Virginia Woolf, donc c'est chez les éditions Sainte-Père. Donc ça c'est le coffret. On va se reculer. Ça c'est le coffret de présentation. Donc voilà le truc. Je sais que j'ai pas une tête énorme, mais il est énorme, et à l'intérieur vous pouvez sortir le livre, hors de son coffret. Un livre magnifique avec signé à l'intérieur, d'une taille très conséquente, voilà, avec c'est le luxe du livre, là tu peux pas faire mieux en termes d'impression. Et donc c'est de Virginia Woolf. Alors je l'ai pris parce que je n'ai jamais lu de Virginia Woolf de ma vie et que c'est un grand manquement
pour ma part, parce que c'est une autrice très très marquante, notamment souvent les fans de Jane Austen lisent du Virginia Woolf. Il y a beaucoup de jeunes femmes féministes, notamment en Angleterre, aux États-Unis, qui passent par Virginia Woolf pour commencer. Et donc moi j'ai envie de le découvrir. Alors ce texte, c'est un texte un peu particulier. J'ai accepté, notamment parce que qui n'accepterait pas une beauté pareille, mais surtout parce que ça m'a fait rappeler quelque chose dans mes études et que c'est passionnant. Voilà, c'est quand même adressé à un public littéraire. À l'intérieur, donc, vous avez la numérotation juste ici, si vous la voyez juste par là. Donc, vous avez une préface à l'intérieur pour expliquer. Voilà, un petit peu. Je vous montre comme ça. En fait, j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Mais c'est surtout que ce texte, c'est pas un texte comme les autres. C'est le manuscrit reprographié de Virginia Woolf, avec les ratures, les annotations dans les bas de page, dans les pages. C'est un véritable livre à déchiffrer. Alors, vous avez les plumes, les couleurs qui changent en fonction de quand elle a rédigé le texte ou pas. Vous avez tous les passages. C'est quelque chose qui est très étudié quand vous étudiez l'édition, et notamment l'édition scientifique, donc l'édition qui vise à retransmettre un texte du manuscrit jusqu'à la forme que vous avez dans un livre commun. Et j'ai fait cette expérience-là en 3e année de licence, où nous avions le cas de Orla de Maupassant, où nous devions déchiffrer le texte, prendre en compte les notes de bas de page, est-ce qu'on les notes de page, est-ce qu'on les insère ou pas, essayer de déchiffrer. C'est alors moi en tant que littéraire c'est un kiff, vous imaginez pas, mais je trouve ça formidable de voir comment elle l'a écrit, d'avoir le manuscrit, tu vois, même si c'est une reprographie, d'avoir le manuscrit. C'est tellement rare les gens qui éditent ce genre de choses. Je trouve ça passionnant, parce qu'il y a même au niveau du découpage c'est un véritable objet d'art, tu vois. Il y a un moment, t'as même, donc elle écrit à la plume, mais elle écrit aussi au crayon à papier. Tu vois, peut-être en ajoutant des notes. Vous avez les moyens de vous offrir ce livre. Je vous le conseille sincèrement. C'est un véritable objet d'art, notamment si c'est un de vos livres préférés, si vous aimez ce genre de parti pris, ou si vous voulez avoir un très très beau cadeau. Voilà, ça peut être vraiment un très très beau cadeau à faire. J'ai pas les mots en fait pour remercier Maison d'édition, parce que sincèrement j'étais très étonnée, et je suis encore plus époustouflée par le travail en fait à l'intérieur, la qualité du papier, et c'est surtout, alors c'est imprimé en Europe. Voilà. Alors, c'est pas imprimé en France, parce que je doute que ce genre de livre ne peut pas être imprimé en France vu les prix, mais c'est imprimé en Europe. Donc ça explique les coûts élevés. La qualité du livre, c'est exceptionnel. Bon, franchement, j'ai jamais vu ça dans la bibliothèque. Mais voilà, je voulais vous le montrer, et je vais vous en parler un peu plus en update lecture, je pense. Pour le coup, je pense que je vais m'acheter une version poche de Mrs. Dalloway, pas très très chère, donc The Hours en anglais, et je vais regarder en même temps pour voir les corrections et tout ça. Vraiment, je pense que je vais me faire une petite vidéo comme ça, parce que ça va être super à découvrir. Et tu vois, t'arrives quand même à découvrir, à déchiffrer, tu vois. London and swallow up in their time many arms of young men called Smith, fantastic Christian names like... Voilà, tu vois, t'arrives à déchiffrer, et c'est... Vraiment, même tu vois, je me dis, les profs d'anglais devraient nous faire... tu sais, pour nous donner envie de lire en anglais, devraient utiliser ce genre de texte. Donc voilà, c'est... J'ai pas les mots. Donc je remercie encore les éditions Sainte-Père, voilà, pour l'envoi, parce que c'est vraiment un objet d'art, et je vous félicite de proposer ce genre de pépites, parce que je crois que c'est les seuls sur le marché, mais même la couverture, il y a les dorures et tout, bref. Le problème, c'est que les SP, je pense qu'ils vont être mélangés, parce que j'ai des tours énormes et que je les ai pas classés. Voilà, ça c'est du travail de youtubeuse. Point 0. Le premier que j'ai à vous montrer, c'est une série qui s'achève enfin, même s'il y a des spin-offs et autre chose. Une série de YA qui est publiée dans une maison d'édition qui est plutôt spécialisée dans l'imaginaire adulte. Je vous présente donc Five Dark Fates. Donc c'est la série de Three Dark Crowns de Kendall Blake. C'est une quadrilogie qui se termine. Hein. Je vais vous en sortir une vidéo, où la vidéo sera déjà sortie, sur donc mon avis sur cette série, qui est plutôt
plutôt mitigé dans toute sa globalité, mais qui a un pitch assez sympa. C'est-à-dire que si vous êtes amateur de YA, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Si vous êtes amateur de littérature plutôt adulte, ça peut être une déception. On est sur un univers où on a à chaque fois des reines qui accouchent de 3 filles. Pour avoir une héritière, ou du moins pour obtenir le royaume, il n'y a qu'une seule façon. Voilà. Un truc un peu trash, mais c'est que les gamines elles vont s'entretuer à leurs 16 ans et c'est celle qui survit qui prend la couronne. Et donc ça se passe comme ça depuis des siècles, et en général dès que la reine accouche, elle part avec son mari sur une île s'exiler. Elles ont un peu ce rôle de reproductrice. Dans cette série, on va parler de 3 jeunes filles qui sont donc sœurs, et à l'orée de leurs 16 ans vont devoir s'entretuer. Le bémol principal de cette histoire, c'est que premièrement, les jeunes filles sont beaucoup plus faibles que les anciennes reines, elles ont beaucoup moins de pouvoir, et qu'il semblerait qu'elles n'ont pas été placées dans les bonnes familles. Ça fait des siècles, voire des années plutôt, que ce sont les empoisonneurs qui restent au pouvoir, parce que c'est facile de tuer quand tu empoisonnes, et on a aussi les naturalistes, et on a ceux qui sont un peu plus liés aux arts de la guerre, et elles sont pas au bon moment, au bon endroit. Et surtout, il y a une 4e personne qui s'appelle Jules, qui est une jeune femme qui a un destin maudit et qui a un petit peu envie de renverser le pouvoir en place. Elle est proche d'une des sœurs. C'est une tragédie vraiment de A à Z, de 3 sœurs qui n'ont pas envie de s'entretuer forcément, et dont certaines vont devoir commettre des actes horrible, pouvoir survivre ou du moins faire du mal à autrui. C'est un peu un pitch de dark fantasy quand tu joues, voilà, ça a l'air hyper violent. Le côté YA et le côté un petit peu romance dans le texte fait que moi ça a un peu moins passé, mais c'est une série assez sympa à découvrir et qui a un parti pris un petit peu original pour ça. Ensuite, en autre SP qui me tombe sous la main, il s'agit donc de l'Alliance de Fer, le tome 2 de Anthony Ryan. Donc pour ceux qui ne replacent pas qui est Anthony Ryan, c'est l'auteur d'un tome, parce que la série j'ai pas trop aimé, mais le premier tome avait été un coup de cœur, Blood Song, et Anthony Ryan remet le couvert avec cette saga, c'est-à-dire que les tomes 1 sont prometteurs. Bon, ça avait pas été un coup de cœur forcément le premier de celui-ci, et après on se fait chier. Voilà, si je dois vous le dire. Et ça a été un peu le cas de l'Alliance de Fer. Voilà, ça a été plutôt une déception au vu de ce qu'a été l'histoire principale. Dans le premier tome, on suit un peu un reboot de Robin des Bois. On suit un jeune homme qui vit dans la forêt avec une bande de brigands. C'est le fils d'une femme de petite vertu, si je puis le dire ainsi, qui a été recueilli par ce brigand qui fait, qui exerce bien dans le pays. Sauf que contrairement à Robin des Bois, lui il vole, mais il redonne pas aux pauvres. Il garde pour lui, et donc tout va être bouleversé où son équipe de brigands va être disséminée, et où le jeune homme va être envoyé dans une espèce de mine où il va faire la rencontre d'une femme un peu particulière. C'est cette femme particulière notamment qu'on va suivre dans celui-ci, parce qu'elle est vue un peu comme une prophète. J'ai l'impression qu'en imaginaire en ce moment il y a des prophètes femmes partout, ou c'est moi qui tombe sur des lectures, mais je veux dire la religion, les femmes et le pouvoir en place qui essaye de dire oh là là les prophètes ne peuvent pas être des femmes, Lionel Davoust et tout ça. On est dans cette vibe là, et donc celui-ci c'est vraiment très très perturbant, parce que autant le premier était plein d'aventures, la mise en place, le personnage était sympa, là on est quasiment axé vraiment sur la quasi croisade de cette femme que le jeune homme accompagne, et c'est lent, c'est pas très très intéressant malheureusement, et tout le sel, je sais pas qui faisait le premier tome, se dissipe un petit peu, voilà, et c'était pas forcément ouf, et comme d'habitude je suis toujours déçue. Alors j'avais été très déçue du tome 2 aussi de Blood Song, donc le tome 3 était légèrement meilleur, donc j'espère qu'Anthony va enfin réussir à peut-être remonter la pente, mais vraiment c'est super dommage, les auteurs qui ont des idées super intéressantes, qui arrivent à exploiter des mondes, et qu'après on se fasse chier dans les lectures, ou du moins que c'est pas super bien exploité. En autre service presse, j'ai donc un livre que j'ai pas sollicité. Alors je dois dire que je l'ai lu celui-ci, simplement parce qu'il m'était tombé sous la main, je vous l'avais déjà dit, mais il y a des maisons d'édition qui m'envoient des livres que je ne sollicite pas, que je ne choisis pas, et donc que je ne présente pas. Il y a une pile de livres moi qui attendent, qui ne seront jamais lus, et que je revendrai plus tard, mais pour le coup c'est pas des livres que j'ai sollicités et demandés, et celui-ci il était là le jour où je devais aller faire quelque chose qui ne me permettait pas de pouvoir voir une réflexion abouti, on va dire, du moins que mon cerveau était un petit peu en décalage, et donc je l'ai lu, ça a été une lecture très très moyenne, et c'est pour ça que malheureusement
j'essaye d'expliquer parfois aux éditeurs qui m'envoient des livres et quand je les lis pas parce que je les ai pas sollicités, qui me disputent un peu alors que je l'ai pas demandé, c'est que en général si je les sollicite pas, c'est que je vais pas aimer parce que je sais déjà que le pitch ou le truc va pas me plaire. C'est le cas de La Fille du Roi Pirate. La Fille du Roi Pirate, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la 4e, on te spoil quasiment toute l'aventure de l'histoire. On suit les bébés, alors moi c'est bébé à Cotard, bébé Guilde, alors sans le côté très problématique de ça, il y a pas de scène olé olé, du moins très explicite. On suit une jeune femme qui est la fille d'un roi pirate. Comment mieux décrire cette histoire, qui va se faire capturer d'elle-même sur un navire pour récupérer un objet qui servira à retrouver l'île aux sirènes. Il faut savoir que la jeune fille est un peu particulière, alors je ne vous spoil rien parce qu'il faut, on le sait dès le début, hein, la nana essaye de tourner au pot mais on a compris qu'elle avait des dons. A priori, quand à la grande révélation finale, tu fais waouh, on s'y attendait pas depuis la page 10 quoi. Mais ce livre est vraiment de la YA, adressé à un jeune public pour de la littérature, on va dire un peu autour des sirènes. Alors c'est ce qui fait le charme de ce récit-ci, parce que sur le bateau, elle va rencontrer un jeune homme beau gosse qui va lui faire chavirer la tête, ou du moins qui va lui faire penser que sa mission est peut-être moins importante qu'elle l'imagine, ou du moins il va un peu la distraire, voilà. C'est clairement que de la romance. C'est clairement pas ce que je lis, et c'est surtout très simpliste, voilà, pour le coup ça n'a pas été une super lecture, mais en plus le livre fait 300 pages, genre il paraît gros comme ça, mais ça se lit hyper vite. Je crois que c'est une trilogie ou une quadrilogie. En fait le problème de ce livre là, c'est que c'est une grosse introduction, et la fin te donne envie de lire la suite parce que t'as l'impression que ça redémarre, mais c'est plein de clichés. Ça se veut très féministe et tout ça, mais en fait c'est tellement cliché dans la manière dont c'est apporté que c'en est risible. Il y a beaucoup de problèmes de logique dans ce texte-ci. On en parlera un peu plus en update lecture, mais c'est vrai que ça n'a pas été forcément une très bonne réussite. Comme je vous dis, je vous présente pas mal de livres, mais il y en a pas mal que je l'ai lu parce que ça fait un bon mois, une semaine, et que j'avais plus rien à lire, donc j'ai lu un peu ce qu'on m'avait mis sous la dent, voilà. Ensuite, autre livre que j'ai reçu en SP, alors là c'est des épreuves non définitives, ce qui est un peu un problème pour moi parce que c'est super dur de juger un livre qui n'est pas terminé. Là je peux pas vous parler de la qualité du bouquin, que ça soit la qualité esthétique, travail éditorial, que même la mise en page, parce qu'il y a des problèmes de mise en page et tout ça, et je sais même pas si au niveau du style ça sera le style final, voilà, mais c'est Sirène debout, Ovide rechanté. C'est un livre que j'ai énormément aimé. C'est une réinterprétation de Nina McLaughlin chez La Volte des mythes de Ovide, et notamment vous allez retrouver un peu les métamorphoses mais aussi les héroïdes, et on va suivre un peu l'axe principal de toutes ces femmes pendant la mythologie et leur donner une voix. Cette fois-ci, c'est d'un point de vue moderne, point de vue féministe. Alors, il y a des nouvelles qui vont être autant... c'est vraiment très court parfois, hein. Ça peut être de plusieurs pages à une page, avec des personnages plus ou moins connus. Hein. Tu vas de Méduse à la nana que tu te rappelles plus du tout de tes cours de latin, tu vois. Et surtout, ce qui est assez intéressant dans celui-ci, c'est que on donne la voix à ces femmes-ci. Autant on est dans un carcan parfois un peu mythologique comme d'habitude, autant parfois ça va être d'un point de vue un peu plus moderne, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'usage du téléphone portable. Je crois que c'est dans le mythe d'Apollon et de Daphné, je crois qu'il la harcèle au téléphone. Bref, c'est énormément tourné, on va dire, dans deux axes principaux. C'est toutes ces femmes qui sont été agressées et aussi les victimes de Zeus, voilà, en parlant un petit peu de leur point de vue, notamment, alors ça peut être, je prends par exemple le mythe d'Arachné, donc qui, c'est tout ce mythe avec, comment elle s'appelle, avec la déesse qui la punit, voilà, et qui va tisser plus rapidement qu'elle, et en fait on va voir son point de vue à elle, et pas forcément le point de vue des dieux, et c'est ce qui est intéressant, c'est le point de vue en général des mortels qui sont un peu... qui sont punis pour des choses qui sont horribles, et en même temps il y a toujours des messages politiques derrière. Le gros message de ce texte, c'est quand même la dénonciation des agressions et de comment les hommes arrachent à ces personnes leurs biens précieux selon elle. Notamment il y a un mythe qui est très triste et qui est très bien fait dedans, avec Artémis et une nymphe qui est agressée, il me semble que c'est Zeus ici, et dont Artémis va la chasser en fait de son territoire et la transformer parce qu'elle n'est plus pure. Et voilà, c'est un peu son point de vue, même sur Artémis, voilà, ça s'arrête pas forcément aux hommes, mais c'est aussi à la condamnation de la société en général. C'est avec une plume assez moderne. Moi j'ai adoré ma lecture, parce que déjà ça m'a fait rebalayer un peu ma mythologie, mais surtout
c'est une lecture assez triste et qui montre bien aussi que les mythes gréco-romains sont quand même très entouré d'agressions et de violences faites aux femmes de moult façons et de violences en général donc c'est vrai que là c'est intéressant de redécouvrir la mythologie par un biais un petit peu plus engagé et surtout un biais un peu plus moderne, mais comme je vous dis je peux pas forcément vous parler un peu plus de l'entourage. Ensuite en SP, alors celui-ci je l'ai lu dès que je l'ai reçu. J'ai reçu, alors il y a très peu de temps, je l'ai reçu avant-hier, Manuel du sorceleur de Alain T. Puységur, et donc c'est illustré par Mathilde Marlot, et je le souligne bien parce que les illustrations sont absolument adorables, du moins elles sont très belles. C'est un petit manuel du sorceleur dans le sens que, alors pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, Alain T. Puységur, vous l'avez déjà entendu parce que je l'ai déjà présenté avec le Witcher et avec Lovecraft, il me semble. Bon, j'ai déjà lu des livres de lui qui écrit un peu sur la pop culture, et dedans en fait il prend le parti d'être un sorceleur. Ça se passe juste avant le massacre du lieu où les sorceleurs de l'école du loup se situent. Donc pour ceux qui n'ont pas lu les livres, je vous conseille d'aller voir le film sur Netflix avec Vézémir qui en parle de ce moment-ci. C'est donc sa petite histoire à lui, entrecoupée donc de plusieurs choses. Donc on a les royaumes, les créatures, donc les peuples qui peuplent les continents, les créatures que chassent les Witchers, donc les sorceleurs, mais aussi comment on devient un sorceleur. Bref, ça t'exploite un petit peu tout ça. Si t'as lu les livres, tu le sais, mais je pense que ça s'adresse surtout aux gens qui sont plutôt fans de la série, avec des illustrations qui sont tout bonnement extrêmement belles. Il y a un détail, moi j'aime beaucoup le style, mais il y a un détail dans les illustrations qui sont assez chouettes, notamment un peu le sorceleur qu'on suit qui ressemble un peu à Geralt, mais c'est pas Geralt dans le texte, mais ça va te remettre en place qu'est-ce que c'est la conspiration des sphères dans l'univers. Ça va te remettre en place les peuples, les créatures que t'as pas forcément vues dans la série, les différentes potions et comment elles fonctionnent. Bref, c'est un vrai petit manuel qui paraît crédible en fait quand tu le lis, et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Voilà, c'est un joli petit objet livre pour les fans, et c'est vrai que l'illustration est vraiment le point extrêmement positif de celui-ci, parce que ça donne de la richesse au texte, et voilà, donc si vous êtes fan du Witcher, ça c'est sympa. Chez Brajon, j'ai reçu aussi ce texte-ci, c'est Illumination de Alan Moore. C'est un scénariste qui a influencé les comics. Il a écrit From Hell, Les Filles Perdues, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Bon, pour les gens qui connaissent, voilà, c'est des œuvres qui sont connu. Dans celui-ci, c'est un recueil de nouvelles de cet auteur. Alors, pour tout vous dire, moi j'étais assez déçue par les nouvelles en soi. Il y en a une qui est assez importante, c'est celle qui est la plus longue dedans, donc elle s'appelle Ce que l'on peut connaître de Thunderman, donc qui est une sorte de nouvelle qui parle du milieu du comics, voilà, comment ça a évolué, les partis pris. Alors Alan Moore, moi j'ai pas accroché au style, j'ai pas accroché aux thématiques, et j'ai pas accroché aux sous-entendus aussi dans le texte, mais c'est un auteur très important, et donc je trouve ça assez sympa que Brajon l'ait fait pour le proposer. Moi ça n'a pas passé malheureusement, mais si vous aimez les nouvelles, si vous aimez le travail d'Alan Moore et que vous avez envie d'en avoir une critique assez acerbe sur le milieu de la BD, du moins si vous êtes intéressé par l'univers de DC, de Marvel, qui sont pas nommés comme ceux-ci, mais qui parlent de ce milieu du comics qui a été très bouleversé, et c'est vrai que quand on voit le pouvoir qu'a Marvel maintenant, c'est hallucinant de voir qu'il y a encore 30 ans, c'était un milieu qui était extrêmement en crise. J'en lis assez peu, mais je m'intéresse quand même à ce mouvement éditorial parce que c'est passionnant, et voilà, donc il y a une nouvelle dedans. Je pense que la seule que j'ai vraiment aimée, c'est la première, qui parle d'une nana qui vit dans une espèce d'endroit où on doit donner du plaisir, et qui a le visage fondu avec un masque et tout. Bref, ça c'était assez sympa, c'était la première dont j'étais dedans, et où il y a un truc de maison un petit peu hanté. Service presse, j'ai aussi reçu ce texte qui est donc un classique, Guy de Maupassant, Les récits fantastiques chez Brajon. Je vous avais présenté un équivalent pour
Pau, voilà, avec des très très belles éditions. Alors j'ai lu certains textes de Maupassant dans ces récits fantastiques, je ne suis pas sûre de les avoir tous lus. En même temps, La peur, la main et la nuit, ça je sais que je les ai lus, donc peut-être que c'est un texte que j'ai lu pendant la fac, mais ça fait partie des nombreux textes où je me souviens même plus si je les ai lus ou pas, tellement à cette époque-ci je lisais de classiques. Mais j'avais apprécié ces éditions-là, ça va me permettre de replonger dedans. On dit souvent que Lovecraft c'est le maître du fantastique et tout, on a des maîtres un petit peu antérieurs comme Maupassant. Et faisons un peu de chauvinisme, voilà, on parlera un peu de cet auteur français qui est voilà, une des inspirations de nombre des auteurs. Moi Le Horla c'est une nouvelle que j'apprécie énormément, donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir de le recevoir et je trouve que l'édition est très très chouette. Donc j'ai pas besoin de vous parler de Maupassant, un des plus grands auteurs de littérature française qui a écrit notamment Une vie, qui est un des textes que j'ai apprécié le plus durant toute ma scolarité. Et le dernier livre que j'ai reçu en SP, c'est un livre qui s'appelle Une maison de feu de Silène Edgar, donc c'est chez Brajlon, c'est la fille de Dickey, qui, je ne me souviens même plus de l'histoire, mais je laisse la chance à ce livre-ci parce que le résumé me tentait assez. En fait, on est dans un monde où il y a les dieux, je crois, qui poussent une femme à mettre au monde le jour de Dickey, et sur 6 générations en fait, si ça se fait, il y a une enfant à la peau bleue qui va naître et qui va un peu avoir le destin du monde entier entre ses bras avec une très très grande force. Ça déclenche un peu des mouvements un peu, comment dire, géographiques importants, des volcans qui rentrent en éruption, des séismes et tout ça. J'ai pas trop envie d'en savoir. C'est une trilogie, c'est une autrice qui a déjà publié chez Brajlon, notamment le roman officiel du loup-garou de Tiercelieu. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait plaisir, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne, ça a l'air assez original. Ensuite je vais vous présenter ce que j'ai acheté à Ouest Hurlant, qui avait été un super festival à Rennes. Le premier, c'est une maison d'édition que j'ai testée qui s'appelle eBay, IBY édition. Il y a une mouche qui a décidé de faire son tour. C'est ça la campagne, le bonheur. Entre les guêpes et les mouches, on n'en est pas... Là, il y a une armée, et voilà. Il s'agit donc de Sulture de Livia, et donc je l'ai pris parce que, pour ceux qui pourraient le reconnaître, il s'agit d'une illustration de Gustave Auguste, la personne qui a illustré le roman La gardienne du chardon chez les Trois Nornes, le roman que j'ai écrit il y a moultes années, il y a 3 ans maintenant, et dont la suite sort à la fin de l'année. Tout va bien. Et donc, on est sur une petite nouvelle assez horrible, faut dire ce qui est, donc c'est adressé à un public averti. On va sur ce jeune homme qu'on va retrouver très amaigri et affaibli. Il a subi des violences de la part de quelqu'un, on ne sait pas trop qui c'est, qui va être recueilli par cet ancien flic qui a été pas mis à la retraite mais qui est en pause forcée par ses supérieurs, et tous les deux vont s'apprivoiser, et tous les deux ont on va dire un lien assez terrible, et donc c'est l'histoire de 2 hommes qui vont apprendre à se connaître, notamment connaître les secrets les plus horribles de l'un, voilà, des deux. C'est un roman qui est assez malaisant, hein, parce que dedans on va traiter de sujets extrêmement graves, notamment les violences faites aux enfants, les violences de type charnel, voilà, et c'est un côté aussi assez policier que j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai adoré les 3/4 du récit, même si la relation entre les 2 personnages m'a mis très très mal à l'aise, voilà, je m'en serais bien passée. C'est surtout la fin que j'ai un peu moins accroché, mais on est plutôt sur du fantastique. Donc voilà, ça a été une bonne première lecture, je testerai bien sûr d'autres éditions, mais c'est un truc que tu lis alors en une demi-heure, 1 heure, c'est sympa, tu vois, c'est une petite lecture comme ça, le soir quand t'as juste envie de te poser, lire un truc d'une traite, c'est assez cool, et voilà, j'ai beaucoup aimé voilà, le format et tout, je trouve ça très très chouette. Je me suis pris donc 2 livres d'une maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Il y en a un, c'est ma lecture en cours actuellement, et l'autre je l'ai déjà terminé. Donc 3 battements, un silence de Anne Fakouri, qui est une réécriture du mythe des Lusignans de Mélusine. Alors c'est un mythe que j'ai étudié et poncé à la fac parce que ça a été l'étude d'un texte que j'ai fait pendant un semestre. Ce qui fait que j'ai pas pu juger ce livre de la même manière que quelqu'un qui connaît un petit peu la légende, c'est-à-dire que nous on a étudié le texte en long, en large, en travers et sous toutes les coutures. Voilà, et je l'ai lu plusieurs fois. Donc Mélusine, pour ceux qui ne replacent pas trop cette histoire, c'est une histoire française d'une sorte de fée qui va se venger de son père, et vous saurez pourquoi il le rappelle un peu dans ce texte-ci, et qui va être condamné par sa mère. Sa mère va condamner les 3 sœurs, et Mélusine, un peu pour sauver ses sœurs, va devoir faire
quelques petites choses et elle va être maudite. C'est-à-dire qu'elle doit trouver l'amour, il faut qu'un humain l'aime, mais elle est maudite dans le sens que tous les samedis, le bas de son corps se transforme comme un serpent. On va faire la rencontre d'un chevalier de Lusignan, qui va tomber amoureux d'elle. C'est un peu plus complexe, notamment parce qu'elle a un énorme château qu'elle a construit grâce à ses pouvoirs, et la seule chose qu'elle lui demande en échange de son mariage, parce qu'elle est magnifique aussi, c'est de ne pas lui rendre visite le samedi. Donc le samedi, elle prend des bains très très longs, jusqu'au jour où, voilà. Pour ceux qui connaissent la légende, vous savez un peu comment ça se termine. Ici, on va suivre l'histoire un petit peu déroutante d'un homme qui est une sorte de changelin, si on peut dire ça. C'est-à-dire qu'il vit dans la montagne avec sa famille, qui n'est composée que d'hommes parce que toutes les femmes se sont barrées, et il a un lien avec la faerie. Et on va apprendre tout son passé jusqu'au jour où il y a un inspecteur de police qui va remonter au fin fond de sa montagne où il vit tout seul. Et il va lui dire qu'il y a une femme qui a disparu, une femme qu'il a connue, et très très bien connue. Et je vous en dis pas plus parce que c'est un livre qui se laisse découvrir. Ça parle de la légende de Mélusine, ça parle d'amour, ça parle du rapport homme-femme. Alors c'est très violent la façon dont c'est fait, notamment l'emploi des mots extrêmement insultants vers les femmes. Ils sont très présents dans le texte et ça m'a un peu fait sortir plusieurs fois parce que c'était un peu gros. Mais c'est un mélange assez sympa de faerie parce que ça change de ce qu'on voit habituellement. C'est beaucoup moins, on va dire, forestier fantastique que d'habitude. C'est plus dans le réel, dans la chasse, dans le combat. C'est un mélange un peu de plein d'univers assez différents. C'est un tome unique qui est écrit par malheureusement une femme qui nous a quittés avant que le livre sorte, donc ce qui donne une aura un peu triste autour de cette publication, mais Anne Farouki n'avait pas écrit que ces textes-ci, hein. Elle avait écrit chez La Talente, notamment chez Rajo et chez BMR par exemple. Donc c'est un récit à découvrir, je vous en parlerai plus en update lecture un peu plus profondément, mais le parti pris, l'originalité du texte montre bien qu'il a sa place chez Argile parce que c'est des textes qu'on voit pas forcément partout. Ensuite chez Argile je me suis pris, alors c'était en avant-première, je crois qu'il sort très prochainement, il est en avant-première à Westerland, il était en avant-première aux Imaginales, et moi je l'ai lu pendant que j'étais aux Imaginales, j'en ai lu que 100 pages pour l'instant. Il s'agit de Imilis de Emmanuelle Chastelière. Alors j'aime toujours autant la DA, la recherche graphique de chez Argile. On est sur un texte, je ne savais pas trop de quoi ça parlait, je l'ai simplement pris parce que c'était Argile et Emmanuelle Chastelière, deux choses que j'aime dans la vie, et j'avais beaucoup aimé Sébastopol, donc je me suis dit je vais le redécouvrir sous un autre angle, et cet angle je m'y attendais pas du tout et j'aime beaucoup. On va suivre donc une jeune femme qui vit dans l'actuel Nord-Afrique, dans une province qui a été annexée par Carthage et qui a un passé un petit peu compliqué dans le sens qu'elle a subi un accident quand elle était jeune, ce qui l'a rendue boiteuse, et elle va être mariée de force à Hannibal. Donc Hannibal, vous savez, c'est le mec qui est venu avec ses éléphants bouter les Romains, faire la petite guerre aux Romains, et on va suivre son parcours à elle qui n'est mentionnée quasiment que dans des par son nom, dans des textes, celle dont on a oublié l'histoire, à Carthage, à son arrivée à Carthage et à tous les complots politiques qu'il y a à faire face à Carthage. Assez compliqué dans le sens que c'est une jeune femme qui a grandi dans une province qui a été annexée, qui a subi la guerre d'Hannibal, du moins de ses ancêtres, et qui va devoir devenir la représentante en fait de Carthage, de mettre un peu de côté son passé et de devenir le rôle de la femme politique qu'on lui impose. J'aime beaucoup le personnage que je trouve très sensible, c'est très humain, vraiment je trouve que le personnage féminin est super bien écrit, vraiment c'est une réussite là-dessus pour l'instant. J'en suis qu'aux 100 premières pages, mais le côté historique me plaît déjà énormément. Ensuite, là on montre un petit peu les achats des Imaginales, qui n'ont pas du tout été raisonnables, notamment j'ai beaucoup acheté sur des coups de tête, ce que je fais rarement, mais je me suis dit s'ils sont là c'est pour une bonne raison. Alors le premier, j'avais envie de le lire parce que Émilie, l'autrice des Objets Maudits et d'une couronne d'os et d'épines, m'en avait beaucoup parlé, parce que j'avais envie aussi de lire ce livre parce qu'il parle d'une thématique qui m'intéresse et parce qu'il sort du carcan européen habituel de l'imaginaire. Je parle donc de Sirem et l'oiseau maudit de Yasmine Djebel. Alors c'est de la jeunesse, je crois à partir de 12 ans, qui traite des contes
de l'Algérie, donc conte nord-africain, avec une jeune fille qui va rencontrer cet oiseau, qui est une sorte d'oiseau maudit dans le sens que elle va faire une bêtise qui va conduire son père en prison. Et l'oiseau lui promet, si elle l'écoute un peu, de libérer son père, mais est-ce qu'il va le faire ou pas, c'est un prétexte, je pense, pour aborder ces contes-ci. J'ai très très hâte, parce que moi, vous savez, j'aime beaucoup tout ce qui est lié à l'imaginaire, ou du moins à la culture nord-africaine. Je n'emprunterai plus désormais le terme oriental dans le texte, parce que c'est connoté très péjorativement, et voilà, j'ai les torts de l'avoir fait déjà auparavant. Ce sont des cultures qui m'intéressent beaucoup, et j'ai envie de le découvrir, notamment par le biais de cette littérature, et j'adore la couverture, je trouve que c'est magnifique. Donc Rajo fait souvent des très belles choses, mais je le trouve très très beau. Ensuite, alors rien à voir, on part sur de la fantaisie adulte. Ce texte, celui-ci, il était assez mûrement réfléchi parce que ça fait plusieurs fois que je le vois, ça fait plusieurs fois qu'il me tente énormément et qu'il est un petit peu particulier dans l'histoire de l'imaginaire. Je me suis donc pris André Norton, Witch World, le cycle de Simon Tregarth, donc chez Memnos. On va suivre l'histoire alors c'est 2 tomes à l'intérieur, on suit l'histoire d'un soldat qui va se retrouver perdu dans un monde étrange où il y a de la magie et de la science qui se luttent qui luttent ensemble. Il va rentrer au service des sorcières et ça va changer un peu le destin du monde. En fait, Witch World, c'est une saga fondatrice de l'imaginaire, à ce que j'ai compris, notamment de la fantasy. C'est une saga qui a reçu des prix et c'est surtout une saga qui met en avant des femmes indépendantes et c'est à vrai dire une des premières sagas d'imaginaire qui a mis en avant la femme de cette manière-ci et c'est pour ça que je voulais le lire. Je trouve la couverture absolument magnifique. Ouais, elle dégage un truc de très très puissant. Donc j'ai très très hâte de lire. Je pense que ça va être pour bientôt parce qu'il me tente énormément. Ensuite, on passe à un essai. Je vais vous présenter les beaux livres en dernier. Je me suis pris, comme d'habitude, je me prends toujours cette collection d'essais-ci, parce qu'il n'y en a pas 36 000 et que j'apprécie, et que bon, c'est quand même soutenu par une femme que j'apprécie énormément. Donc il s'agit de Fantasy et Médias, acte de colloque des Imaginales 2022, sous la direction d'Anne Besson, de Florent Favard et de Natacha Vaz-Der. Je sais pas si je le prononce bien et je m'en excuse. Donc c'est chez ActuSF. Donc à l'intérieur vous allez aborder on va dire le rôle des médias et de la fantasy, ou du moins leurs liens. Notamment je sais qu'il y a pas mal d'articles sur Game of Thrones, sur The Witcher, sur comment s'appelle cette série qui était sortie sur Once Upon a Time. Voilà, vous allez avoir aussi sur Tolkien. On a un article par exemple sur la fantasy à destination de la jeunesse dans les séries animées Netflix. Quelle cible pour quels univers. Bref, ça va vraiment être le lien avec les supports on va dire multimédia, je pense, dedans. Ça m'intéresse parce que c'est quelque chose qui n'est pas très très abordé et c'est quelque chose que j'ai un peu étudié dans mon mémoire aussi quand j'ai étudié les couvertures, donc j'ai très très hâte de le lire. J'ai tout envie de lire maintenant, mais c'est vrai que celui-ci est dans ma liste des prioritaires. Ensuite, je me suis pris un texte d'une autrice dont j'apprécie beaucoup le travail. Il s'agit donc de Claire Duvivier, Un long voyage. J'en ai profité parce que je l'ai fait dédicacer. Parce que je suis à jour dans la saga de la Tour de la Garde et tout ça. Je me suis dit, bon, je vais tenter celui-ci. On a dit beaucoup de bien. Je sais absolument pas de quoi il parle, mais j'ai assez confiance en la plume de Claire Duvivier qui fait toujours des personnages, notamment féminins, très intéressants et des histoires assez douce et du moins il y a un côté un petit peu doudou avec Claire Duvivier. De mêler voyage, un jeune homme qui doit quitter son port natal et devenir le secrétaire d'une femme assez puissante. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça, mais je pense qu'il va encore y avoir de la poésie et de l'émotion dans ce texte-ci. J'aime beaucoup la plume de Claire Duvivier, donc j'ai hâte de le lire aussi. Ensuite, alors ce texte, il faut mettre un contexte autour. Faut mettre un contexte et presque un trigger warning, parce que vous allez dire, mais qu'est-ce qui lui a pris par la tête ? Ce texte, ça fait 1 an que j'y pense. Ça fait 1 an que j'y pense. Et que je sais que c'est un texte qui est donc... c'est un texte en autopublication. C'est pas un genre que je soutiens forcément sur la chaîne, notamment que c'est surtout un genre que je ne mets pas en avant dans mes chroniques parce que je ne chronique pas de livres autopubliés. Et je retiens à le dire, je n'ai pas envie de recevoir encore des masses de mails d'auteurs autopubliés pour que je lise leurs livres. Celui-ci, c'est plutôt pour le délire et pour une vidéo que je compte faire un jour, le premier pas vers ce genre littéraire qui est très particulier, qui est très, on va dire, mis en avant aux États-Unis. Je dois dire aussi que ce livre est imprimé par Amazon. C'est quelque chose que je ne soutiens absolument pas et que je n'achète absolument pas. Je l'ai acheté ici parce que je préférais soutenir l'autrice en lui donnant moi-même l'argent que de devoir l'acheter en ligne sur Amazon directement. Voilà, ça m'a fait un peu chier pour ça, mais
Vous allez voir, ça en vaut le coup. C'est Captive des Raptors, vous savez qu'est-ce qui se passe, donc Suze abuse. Alors vous allez vous dire mais je ne comprends rien, c'est un ouvrage parodique sur donc la romance et notamment la romance avec des créatures fantastiques. Ici nous sommes donc sur un raptor. Faut savoir que ce genre littéraire est très à la mode aux États-Unis, qu'il y a des sagas qui cartonnent sur Amazon grâce à ça, et que j'ai envie de me faire un avis. Alors j'ai très conscience que c'est un délire, mais j'ai la curiosité malsaine de le faire. En plus l'autrice est adorable, donc voilà, je me suis dit autant la soutenir, bien que je vous rappelle que ça sera sûrement le seul bouquin que j'achète de ce type-ci, parce que je ne soutiens absolument pas la démarche de création autour de ce type de livre. Pas forcément le fond, mais surtout là la forme, c'est-à-dire que vous pouvez absolument le voir, mais tu vois que c'est imprimé par Amazon parce que c'est super mal imprimé. Voilà, pour le coup, c'est même pas kitsch, c'est que tu vois qu'il y a problème d'impression. Les autres livres de l'autrice étaient absolument pas dans ce style-ci, il me semble, quand je suis passée devant, mais c'est un délire que j'ai depuis un an et que j'ai envie de me plonger là-dessus, de vous en parler et de faire une vidéo là-dessus parce que j'ai réfléchi beaucoup sur ce sujet-ci. Il y a une espèce de barrière morale entre ça et par exemple la littérature vampirique, alors que les vampires sont des morts vivants, et donc les romances avec des morts vivants, est-ce que c'est plus problématique que des romances avec des hommes mi-hommes, mi-reptiles? Je ne sais pas. Donc, a priori, il n'est pas tyrannosaure, du moins, il n'est pas raptor de la tête aux pieds. Est-ce que j'ai compris? Bref, ça va être drôle, et surtout, ça va servir, mais ne soyez pas choqués. Ensuite, je vous présente un texte d'une autrice. Je l'ai pris, alors c'est de la jeunesse, je l'ai pris simplement parce qu'en fait l'autrice, je l'ai croisée plusieurs fois en salon et qu'elle vient d'être publiée par une grosse maison d'édition. J'avais envie de la soutenir, je trouve ça un petit peu normal. Je vous présente donc Persona, donc de Yelena. Donc c'est le livre 1, a priori il y en aura 4. Donc c'est chez Hachette. Il y a des enfants qui sont bénis par la lumière, mais au lieu d'habitude que ça soit quelque chose de positif, là c'est quelque chose de très négatif. Et donc soit à 18 ans ils décident d'abandonner leur don en se mariant, soit ils se consacrent à un culte un petit peu caché et tout. Et on va suivre donc cette jeune femme qui s'appelle comment, Andrea, qui va refuser et qui va devenir Persona, c'est-à-dire qu'elle peut changer d'apparence, a priori elle est métamorphe, et il y a une mission qui va un peu bouleverser le monde entier. Résumé assez classique, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le coup. Et puis c'est toujours bien de soutenir les gens que tu côtoies. Moi c'est important, hein. Maintenant c'est un monde assez petit, l'édition, on croise quand même des gens de plus en plus régulièrement, donc autant soutenir les gens qui sont sympathiques aussi. Donc voilà, je pris celui-ci. Et enfin donc les Nouvelles de l'Ouest, Aube de Jean-Pierre Favard, avec plein d'auteurs différents. C'est des recueils de nouvelles de chez Livresse. Pareil, Livresse, c'est parce qu'on se retrouve souvent en salon, c'est pour ça que j'ai dit je vais tester pour une fois. Du western horrifique. Donc j'ai très très hâte, parce que moi j'aime les films de western, j'ai grandi avec Zorro, le fameux et l'unique, et pas Antonio Banderas, hein, le Zorro à l'ancienne qui passait sur France 3, voilà. Et j'ai très très hâte de voir le mélange avec l'horreur, parce que le western fantastique c'est un genre qui se développe de plus en plus, et autant le découvrir par ce biais-ci. Enfin, je vais vous présenter 3 livres extrêmement beaux, des beaux livres. Alors il y en a un que je me suis payé, 2 qu'on m'a offert. Le premier qui me tombe sous la main, c'est Forgotten Gods. C'est illustré, il y a de l'eau, c'est ma plante qui a goûté dessus. C'est Johan Lossel et Psyché Ophiuchus. C'est un livre en anglais. C'est un livre en anglais parce que bon, c'est un illustrateur américain. Je vais vous montrer un exemple à l'intérieur, mais c'est un livre magnifique. Voilà. Si vous pouvez très bien le voir. Donc à l'intérieur, a priori, on va étudier son processus de création, mais surtout, à chaque fois qu'il y a une illustration, il y a un thème qui va être exposé. C'est, voilà, moi, oh là là, regardez-moi ça, tellement c'est beau. Il y a une préface de Alan Lee, c'est un très très beau livre d'un illustrateur que je soutiens. Et comme je vous dis, les réseaux sociaux, on a beaucoup de choses en accès gratuit. Moi, la première, je consomme des vidéos YouTube très fréquemment, je consomme des photos Instagram, et notamment j'adore l'illustration, et quand je peux soutenir des illustrateurs qui me plaisent et que je peux rémunérer leur travail, j'essaye de le faire. Et donc voilà, celui-ci est magnifique, il est en exposition tellement il est beau, il est magnifique. Ensuite, autre cadeau, alors celui-ci, les 2 qui vont suivre, c'est des illustrés.
Je vous présente donc Othello, Othello donc de William Shakespeare, voilà, et surtout illustré par Julien Delval. Alors je voulais déjà avoir des illustrations de cet illustrateur de l'année dernière. La personne qui me l'a offert en a profité parce qu'aux Imaginales, je vous en parlerai dans un vlog que j'ai fait, il y a eu beaucoup moins de monde que d'habitude et de ce fait, il y avait beaucoup plus de temps pour voir les illustrateurs. Et à l'intérieur, j'ai une illustration, les gars, vous êtes pas prêts parce qu'elle est tellement belle. Il a pu prendre son temps pour la faire, mais j'ai très hâte. A priori, il voudrait faire aussi Le Songe d'une nuit d'été. Ça va me permettre de lire ce classique que je n'ai pas lu de la littérature anglaise, et c'est vrai que je suis un peu en retard sur William Shakespeare. Pour le coup, moi j'ai lu que Le Songe d'une nuit d'été et Roméo et Juliette, donc Macbeth, j'en ai lu des extraits, mais je crois pas avoir lu le texte en entier. Donc voilà, ce livre est magnifique, hein. Je vous en parlerai plus en update lecture, mais c'est un travail de fourmi, tellement c'est joli. Et enfin, je vous présente donc cet ouvrage, vous reconnaissez, je vous ai déjà présenté son petit frère il y a quelques temps, donc c'est Les Montagnes Hallucinées, le tome 1, c'est Lovecraft qui est illustré par Baranger, donc ici il m'a fait aussi une très jolie dédicace, vous savez que moi Les Montagnes Hallucinées c'est ce que je préfère, il était là en festival, il fallait forcément que je craque, je vous en parlerai un peu plus en update lecture, je vais peut-être pas relire le texte parce que ça fait pas si longtemps que je l'ai lu, mais les illustrations sont dingues, surtout qu'en fait dans Les Montagnes Halluciné, on est beaucoup dans des paysages glaciales et tout. J'ai très hâte. Alors il est coupé en deux celui-ci, hein. Il y a Cthulhu et tout qui sont sortis, mais c'est vrai que je me suis pris le tome 1 des Montagnes Hallucinées parce que je l'aime trop. Sur ce, j'en ai fini avec tous ces achats et ces réceptions où je suis inondée de livres, voilà. Je comprends bien que j'ai la chance de pouvoir bénéficier de ça et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous aussi. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous vous êtes acheté récemment, ce que vous avez reçu récemment, si vous êtes allé aux Imaginales, si vous avez craqué aux Imaginales par exemple, je serais très curieuse de le savoir et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.